bateaux viennent d'arriver, il y a une super ambiance. Pas un monde fou, mais une représentation tout à fait officielle du maire de Palerme avec l'étendard de Palerme. Enfin, ça a de la gueule. Sarah Katz, bonjour. Alors, vous êtes à bord Bonjour. d'un des bateaux de la flottille qui se dirige actuellement vers la Palestine. Comment avez-vous rencontré cette flottille et pourquoi avoir voulu y prendre part? Je pense que j'ai rencontré Gaza probablement avant ou en même temps que la connaissance de l'existence des flottilles. En fait, je rentre à Gaza en 2011 dans le convoi en honneur de Vittorio Arrigoni. Et Vittorio Arrigoni, c'est la seule flottille 2008 qui soit rentrée à Gaza par la mer. Donc je commence à vivre à Gaza. J'ai vécu presque 2 années à Gaza, et c'est de Gaza que m'est venue la rage, enfin l'envie de me dire que s'il y avait des choses à faire, je les ferais. Et quand on m'a proposé d'être sur la flottille 2018, j'ai dit oui tout de suite. Alors, on a parlé de cette flottille qui est rentrée, qui a atteint les côtes palestiniennes. C'est la seule depuis très longtemps. Qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que celle-ci va réussir? On n'est pas sûr du tout qu'elle va réussir. Hein. Ce qu'on est sûr, c'est qu'on veut être fidèle à ce que disent les flottilles depuis maintenant 2010. Hein. Tant que le blocus existera, nous naviguerons vers Gaza. C'est une espèce d'obstination de dire on ne veut pas accepter l'idée du blocus. On veut rappeler qu'on n'a pas le droit de mettre sous blocus une population. Alors, bien sûr, on pourrait dire, vous perdez beaucoup d'énergie, il en faut beaucoup de connaissances, vous perdez les bateaux parce qu'Israël ne rend pas les bateaux, et vous prenez des risques vitaux, en fait. C'est possible, mais c'est très, très important de pouvoir dire à nos copains de Gaza, on n'abandonne pas, on n'abandonne pas. Alors, pourquoi 2018 passerait? Il y a plusieurs raisons qui devraient faire que ça passe. D'une part, depuis 10 ans qu'Israël arraisonne les bateaux, ils n'ont jamais trouvé dessus autre chose que ce que les gens des flottilles avaient dit qu'il y avait. C'est-à-dire qu'ils ont répété cette expérience. Ils devraient savoir maintenant, on peut affirmer qu'en aucun cas, il y a une menace sur la sécurité d'Israël dans les flottilles. C'est-à-dire, il y a quoi dans cette flottille? C'est des médicaments. Donc ça, voilà, on a un argument quand même solide basé sur 10 ans d'expérience, que quand on dit qu'on amène des médicaments, on n'amène que des médicaments. Donc ça, on espère petit à petit que l'argument d'Israël, qui est toujours un argument sur sa sécurité, ne sera pas crédible. Et l'autre raison qui fait qu'on pourrait passer, c'est que la situation est tellement catastrophique à Gaza, que voilà, en tout cas, je ne sais pas si on va passer, mais ce que je peux vous dire, c'est que les amis à Gaza, ils veulent croire qu'il y a quand même une probabilité pour qu'on passe. Alors, est-ce qu'on peut faire l'historique de cette flottille-là présente? Il y a combien de bateaux? Ils viennent d'où? Et quelles sont les étapes? Et ils partent quand vraiment pour Gaza? Donc il y a 4 bateaux de tailles très différentes. Il y a un ancien bateau de pêche norvégien qui est là juste devant moi, qui est celui sur lequel je serai, qui s'appelle Al-Aouda, le retour. Il fait en gros 20 mètres. Ça, c'est armé par si j'ose dire, armé au sens d'un bâtiment, hein, il n'y a pas d'armes dedans. Hein. Ça, c'est organisé par le mouvement de solidarité norvégien. Et puis, il y a 3 bateaux suédois. Alors, pourquoi 3 bateaux suédois? Parce que dans la bataille des flottilles, on a quand même gagné un point il y a quelques mois. Jusqu'ici, Israël ramassait les bateaux, les attachait au port, les laissait pourrir, et les propriétaires des bateaux n'étaient jamais indemnisés. Mais pour les stèles, je ne sais pas si vous vous rappelez ce très très beau voilier, ils ont poussé la lutte judiciaire, et ils ont gagné auprès de la Cour suprême israélienne, et donc ils ont été indemnisés. Ils ont été indemnisés, et l'argent de l'indemnité a été immédiatement investi dans les 3 bateaux qui partent maintenant. Alors, les bateaux sont donc partis du nord, hein, puisqu'un Norvégien et un Suédois. Les deux tout petits voiliers, qui sont des 9 mètres, ont fait la route par les canaux intérieurs, par l'Allemagne, puis la France par les canaux, et ils sont sortis en Camargue, hein, à Port-Saint-Louis, et rallié Marseille. Les 2 gros sont passés par la mer. Enfin, il y a le 3e voilier est assez grand, c'est un 2 mâts, il est assez grand. Ils sont passés par la mer, ils ont longé
l'Angleterre, et puis ensuite l'Espagne, et ils ont rejoint l'Italie. Donc voilà, et les 4 bateaux se sont rejoints à Naples, et depuis Naples, ils voyagent ensemble et ils sont rentrés ensemble dans le port de Palerme. De ce port, nous partons vers Gaza, et nous partons cette fois-ci sans escale, parce que, je ne sais pas si les lecteurs se rappellent, en 2011, Israël a eu, si j'ose dire, le bras suffisamment long pour obtenir des Grecs qu'ils bloquent la flottille au port. Nous allons longer donc les eaux italiennes, puis nous prenons en eau internationale, sans escale, jusqu'à Gaza. Il faut 10 jours. Mais avant cela, est-ce qu'il y a eu, je crois savoir qu'à Paris, il y a eu quelques petits problèmes avec des bateaux de la flottille. Est-ce que pour l'instant tout s'est passé sans encombre ou pas? Je suis très très contente de pouvoir en parler, parce que la comparaison entre la municipalité de Paris et la municipalité de Palerme est vraiment consternante pour Paris. À Palerme, le maire s'est déplacé avec son espèce de drapeau, là je ne sais plus comment on appelle, les armes de la ville sur quelque chose qu'on tient en l'air là. Voilà, il a parlé, il a dit toute personne, à partir de maintenant vous êtes des habitants de Palerme, parce que toute personne, que ce soit des flottilles de la liberté, que ce soit des migrants, que ce soit des gens qui viennent pour toujours ou pour une heure, ils sont de Palerme. C'était très beau. À Paris, ça a été l'inverse. La municipalité, après nous avoir fait lanterner, promis des choses, puis refusé, ils ont simplement délégué la brigade fluviale, c'est-à-dire ces énormes hors-bord noirs qui étaient plus grands en fait que les voiliers, et ils se sont accotés contre les voiliers et ils les ont poussés pour qu'ils ne puissent pas s'arrêter. C'est juste une honte. Ça n'a pas beaucoup gêné les voiliers, ça veut simplement dire qu'on a encore à la tête de la municipalité de Paris quelqu'un qui croit possible de défendre par tous les moyens possibles un État criminel, c'est-à-dire Israël. C'est quand même très très étrange. Mis à part Paris, il n'y a pas eu d'autres soucis? L'autre souci qui est peut-être un peu délicat, il faut en parler, mais je crois qu'il faut en parler, c'est la différence qu'il y a entre le type d'écoute qu'on a. Et je disais donc qu'avec mon compagnon Pierre Stamboul, on est amené à faire beaucoup d'interventions dans des grandes villes, dans des petites villes, et on sent une vraie attente, un vrai accord avec l'idée que le sort des Palestiniens a quelque chose à voir avec le sort de l'humanité. Mais on n'arrive pas à mettre ces gens-là dans la rue. Donc voilà, les escales, c'était chaleureux, les gens étaient très convaincus, mais soyons clairs, il faudrait être 1000 fois plus quoi, pour peser vraiment. À ce propos, vous êtes combien sur l'ensemble de cette flottille? Alors, les petits voiliers les équipages sont peu, 4 personnes en gros, parfois 5, suivant les escales. Là, j'ai pas encore fait le point, mais disons 4 ou 5 sur chaque petit voilier. Ils sont 8, je crois, sur le Freedom, qui est ce beau grand de mât, et on doit être 12 sur le Alaouda. Voilà. Alors, quel type de personnes? C'est tous des militants, des associatifs? Alors, les équipages sont organisés de la façon suivante. Il y a des marins. Tout le monde est militant, hein. Mais il y a des marins dont la responsabilité, c'est les bateaux. C'est la route, c'est les bateaux. Il y a des gens médias, au moins un sur chaque bateau. Et puis, il y a des solidaires, des gens qui connaissent déjà bien Gaza, qui connaissent aussi les techniques de non-violence, quoi, pour ne pas s'affouler quand on est attaqué, et des choses comme ça. Voilà, donc on est tous des militants, mais avec des responsabilités bien définies. Alors, je crois que vous partez le 19. Quel va être votre programme juste avant là de partir? Alors justement, puisque on en parlait, d'abord les équipages vont... Donc jusqu'au 19, on a 2 jours ici tous ensemble dans lesquels les équipes vont se souder, vont apprendre à se connaître, puisqu'il y a des gens qui vont descendre, des militants qui vont descendre des bateaux, qui les ont amenés, certains se les ont amenés depuis le Norvège, hein, et d'autres qui vont monter, certains vont rester aussi, hein, il y a une espèce de mélange des gens comme moi qui montent justement pour la dernière étape. Et puis les 2 jours vont être dévolus à répéter, réapprendre les techniques de réaction non violente aux attaques, parce qu'il faut avoir utilisé ce type de réponse. On sait que si les vedettes israéliennes attaquent, on n'aura pas le temps de réfléchir, il faut que ce soit vraiment bien intégré. Il y a combien de nationalités qui sont représentées? Il y a évidemment des Suédois, des Norvégiens. On va finalement être 2 Français. Il y a des Américaines. Il y a un groupe de 3 de la Malaisie. Il y a
pas mal de Canadiens. Le Canada a toujours été très actif sur la question des flottilles. Il y a une Israélienne, je crois que j'ai eu tout le monde comme ça. Je pense qu'il y a un Italien ou une Italienne. Donc voilà, on représente vraiment un échantillon d'humanité vaste. D'accord. Donc le voyage, vous me disiez, pourrait durer 10 jours si vous atteignez Oui. les côtes de Palestine. En imaginant que vous puissiez arriver, quel va être votre programme là-bas? On a 2 missions bien précises. Donner les médicaments. On transporte beaucoup de médicaments et ça c'est très important. J'apprendrai rien à personne en disant que la situation des derniers mois a été affreuse. Donc on apporte le médicament et on donne les bateaux aux pêcheurs. Donc les 2 voiliers sont les très bienvenus comme bateaux de pêche et puis les 2 grands, eh bien les Gazaouis verront comment ils les utilisent. Mais on est très fiers de ça parce que depuis le temps qu'Israël attaque les bateaux, les coule, ben voilà, on arrive avec un tout petit peu de sang neuf. On espère. D'accord. Et malheureusement, dans l'hypothèse inverse où vous n'arrivez pas au bout, qu'est-ce qui peut vous arriver? Je veux dire, le gros de la distribution, c'est effectivement l'hypothèse que l'on se fait arraisonner en mer internationale, en haute mer. Les bateaux sont confisqués, ils sont remorqués, les équipages sont menottés, emmenés en prison. Et puis, en général, en 72 heures, ils nous expulsent. C'est jusqu'ici, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que depuis le Madi Marmaran, il n'y a pas eu de mort. Ils se contentent, entre guillemets, de piraterie. C'est attraquer un bateau en mer internationale, c'est de la piraterie, de voler les bateaux et d'expulser les équipages. Claude Joystick, qui est une historique des flottilles, me racontait que dans son cas, parce qu'il faut un argument pour expulser, donc il s'était fait attaquer en haute mer, il s'était fait emmener en prison, on les sort de la prison pour les expulser par avion, avec comme explication est entré illégalement sur le territoire israélien. Mais en l'occurrence, en haute mer, c'est pas le territoire israélien encore. Et non, et ils ne sont pas rentrés illégalement, ils sont rentrés menottés et complètement forcés. Mais voilà. Donc ça, c'est quand même le gros de la distribution. C'est ce qui risque de se passer. Je sais que cette fois-ci, pour cette flottille-ci, les copains de Gaza veulent espérer le contraire. Et puis moi, au fond de mon cœur, j'espère qu'il n'y aura pas d'attaque plus grave, quoi. Ce qui n'est pas totalement impossible. C'est une probabilité toute petite, mais c'est pas impossible. Et c'est pour ça que je voudrais dire, notre sort, il est entre les mains des gens à terre, quoi. C'est pas nous on fait la route, mais on n'a plus aucune autonomie. On n'a plus de marge de manœuvre. La marge de manœuvre, elle est à terre, elle est militante. S'il y a suffisamment de suivi de la flottille, ils ne nous tueront pas, ils nous auront pas. Mais il faut qu'il y ait un vrai suivi de la flottille. S'il y a un gros suivi de la flottille, peut-être même ils nous laisseront passer. Donc c'est vraiment à terre que ça se joue. Et est-ce que vous comptez sur une intervention diplomatique éventuellement? J'ai écrit à la présidence de la République pour expliquer pourquoi j'étais sur la flottille, à quoi servaient les flottilles, voilà. Et que je demandais donc la protection. Je sais que d'autres associations l'ont fait. Je crois qu'il ne faut pas rêver. Si l'Europe, d'une part, et la France en particulier, n'était pas un allié indéfectible d'Israël, ça fait longtemps qu'Israël ne pourrait pas se permettre les crimes de guerre qu'elle se permet. Je veux dire, c'est parce qu'elle est à côté sur l'acceptation des États, et en particulier des États français, qui peuvent se permettre ce qu'ils se permettent. Et voilà, il y a eu encore des manœuvres communes, navires de guerre françaises, navires de guerre israéliennes. Ça paraît invraisemblable, sachant qu'Israël est crédité de crimes de guerre, mais ça se fait. Donc je ne crois pas qu'on aura de l'aide institutionnelle. Nous, vraiment, notre espoir, il est dans le milieu des solidaires, dans le milieu militant, dans le fait que la population française dise cela touchez-y pas, quoi. C'est vraiment notre véritable espoir. En dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de chance. Et alors, est-ce que vous pouvez dire pour justement les citoyens français, parfois quand on parle de la Palestine, on nous répond mais oui, mais c'est loin, mais ça ne nous regarde pas, c'est de l'ingérence. En quoi cette absence de démocratie dans cet État-là, cette colonisation, nous regarde, nous, Français? Alors là, je répondrais qu'elle nous regarde au premier chef. D'abord parce que c'est une colonisation. Et que quand même, on a appris, plus ou moins, on croyait, enfin moi je suis née en 1950, donc l'ambiance dans laquelle j'ai grandi, à l'école primaire et en secondaire, c'était quand même l'idée que voilà, la colonisation c'était fini, que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Donc le fait qu'en plein 21e siècle, on soit encore dans une colonisation qui avance,
c'est quelque chose qui interroge l'humanité sur son futur. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire c'est loin, on ne s'en occupe pas, il y a d'autres endroits, qui souffrent, bien sûr, il y a plein d'autres endroits qui souffrent. Mais il y a une responsabilité précise des États et de la dite communauté internationale dans le cas de la Palestine, parce que somme toute, tout le problème vient du plan de partage de 48, c'est-à-dire d'un moment où ce qu'on appelle la communauté internationale a décidé qu'elle avait le droit de découper un territoire en deux sans s'occuper des gens qui étaient dessus et d'installer de nouveaux colons dedans. Ça, voilà, on a une responsabilité énorme dans la situation. Et l'autre raison que je voudrais dire, et ça je crois quand même que tout le monde peut le comprendre, pourquoi Israël est en chérie, parce que c'est l'ingénieur en chef des techniques de maintien de l'ordre contre les foules. Il faut voir que des pays dont on n'attendrait pas ça vont faire former leur police en Israël. Il faut voir que la technologie israélienne, elle est vendue avec l'argument vous pouvez nous faire confiance, on l'a testé sur les Palestiniens, ça marche. C'est-à-dire que l'idée d'une humanité dans laquelle on s'installe dans l'idée que certains ont moins de droits que d'autres et que ceux qui n'ont pas de droits, ils doivent être maintenus dans des endroits particuliers ou voilà. C'est ce qu'on a pu appeler, ce qu'on voit se construire actuellement, l'Europe des camps pour les migrants. C'est des choses qu'on ne croyait pas possibles. Voilà. Si on ne veut pas que l'histoire des guerres revienne en arrière, si on croit à un futur un peu fraternel, la Palestine, c'est le nœud. C'est le nœud. Merci beaucoup.